Bonjour et bienvenue sur Algomius. La vidéo d'aujourd'hui en fait va parler de la loi normale, donc loi de probabilité, en ce qui concerne en fait le chapitre des probabilités pour le BTS CG, compta gestion. Alors la loi normale que nous allons voir dans cette vidéo est également une loi continue, comme la loi uniforme que nous avons pu voir dans une vidéo précédente, et c'est une bonne idée en fait de connaître la loi uniforme puisque ça nous donne de bons réflexes en fait pour aborder la loi normale. Si nous avons compris en fait que la probabilité dans une loi continue correspond en fait à l'aire ou à la fraction de l'aire en fait de la surface recherchée, eh bien ça va être exactement la même chose en termes de loi normale. Sauf que la loi normale, eh bien, elle est un petit peu plus compliquée à définir, c'est-à-dire que son équation pour la tracer, en fait, pour tracer la courbe de la loi normale, est un petit peu plus complexe que pour la loi uniforme, où la loi de densité, en fait, était tout simplement une constante. Ok. Alors on va essayer de comprendre quels sont les composants de la loi normale, on va essayer de voir ses propriétés, et on va essayer de calculer effectivement des probabilités sur la loi normale. Alors la loi normale, elle est intéressante puisque c'est une des lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser les phénomènes naturels. Alors effectivement, la loi uniforme, elle n'est pas spécialement prévue pour vraiment montrer la loi naturelle. Pourquoi? Si on revient un petit peu en arrière sur la loi uniforme, elle avait cet aspect-là. C'est-à-dire que je prends n'importe quel individu sur un intervalle donné, j'ai autant de chances, par exemple, d'avoir n'importe quel élément. Ici, on avait un petit exemple où je prends les nombres compris entre 2 et 5, et j'ai n'importe quelle probabilité de sortir n'importe quel nombre, en fait, compris dans l'intervalle 2 et 5. Mais en fait, on se rend bien compte que dans la nature, on n'est pas sur une loi uniforme. Par exemple, si je prends la taille des gens, eh bien, en fait, on va se rendre compte que la plupart des gens se concentrent autour d'une taille moyenne. Alors, il y a des extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens très petits et des gens qui sont très grands. Mais effectivement, plus vous allez dans les extrêmes, en fait, plus la population va se réduire. Vous n'allez pas avoir beaucoup de gens très petits, vous n'allez pas avoir non plus beaucoup de gens qui ont la taille requise pour aller jouer en NBA. Ok, et bien l'idée elle est là, c'est-à-dire que on va essayer de montrer qu'il y a une concentration plus grande autour d'une moyenne et qu'il y a moins d'individus sur les extrêmes. Ça c'est en fait ce que l'on va essayer de montrer avec la loi normale. Donc la loi normale, elle est aussi souvent appelée la gaussienne ou la loi de Gauss, ou loi de Laplace, euh, avec c'est des noms qui sont dus en fait aux mathématiciens qui ont travaillé dessus, Laplace, 18e et 19e siècle, et Gauss, pareil, contemporain de Laplace. Donc la loi normale est une loi de probabilité absolument continue, et quand on va donner la loi normale, cette fois-ci, par rapport aux autres lois qu'on a déjà pu voir, comme la loi binomiale ou la loi uniforme, et bien cette fois-ci, les paramètres de la loi normale, donc c'est ce qu'on me donne pour pouvoir la représenter, c'est son espérance et son écart type. Ça peut paraître un petit peu perturbant, donc ça veut dire en fait qu'on n'aura pas jamais à calculer l'espérance et l'écart type dans une loi normale, puisque c'est ce qu'on va nous donner pour pouvoir la définir. Ok. Alors je vous donne quand même la loi de densité, de probabilité, même si dans les faits, en fait, on ne va pas vraiment l'utiliser sous cet aspect-là. Mais vous voyez que la loi de densité, je vous l'ai donnée là, ici sur le slide, c'est f de x égale à 1 sur l'écart type multiplié par la racine carrée de 2pi. Ensuite, on a une exponentielle avec de moins 1 demi, et entre parenthèses, x moins l'espérance sur l'écart type au carré. Ok. Alors c'est une formule qui est assez complexe, mais finalement il n'y a pas tellement de paramètres. C'est-à-dire que 2pi est une constante, racine de 2pi est une constante, 1 est une constante, donc on voit que dans le premier terme, en fait, la seule chose qui peut varier, c'est l'écart type. Dans l'exposant, pareil, hein, on a 1 demi qui est une constante, moins 1 demi qui est une constante, on a x, c'est la variable en fait aléatoire hein, qui se balade, et x on enlève l'espérance et on divise par l'écart type, et donc on se rend compte que dans cette grosse formule, en fait, il n'y a que deux paramètres qui sont l'espérance et l'écart type. Et donc c'est pour ça que l'espérance et l'écart type, eh bien on vous le donne pour pouvoir représenter votre courbe. Voilà, donc ça fera déjà quelque chose de moins à calculer en loi normale, hein. L'espérance et l'écart type vous est normalement donné dès le début. Alors en termes d'intervalle, qu'est-ce qui va se passer et quelle est la différence par exemple entre une loi continue et une loi discrète comme on a pu voir avec la loi binomiale? Eh bien la loi normale s'intéresse à des valeurs continues
Donc on a la probabilité par exemple que la variable x se trouve en fait dans un intervalle avec une borne minimum à A et une borne maximum à B. Alors que la loi binomiale elle s'intéressait sur des valeurs discrètes. Je vous rappelle qu'avec la loi binomiale, par exemple, on avait par exemple deux issues possibles, on jetait une pièce en l'air, on avait pile ou face, et effectivement on n'avait que pile, que face. En fait, on n'avait jamais quelque chose entre les deux. On ne pouvait pas tomber sur la tranche ou une pièce qui tombe à 45 degrés. Bref, c'est pas quelque chose qui est géré par la loi binomiale. Et pourtant, la loi normale, elle, va nous permettre de le faire. C'est comme si je faisais un petit peu la différence entre, si je jette un dé, par exemple, je n'ai la possibilité d'avoir qu'une des faces, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, en loi continue, je pourrais avoir des nombres dans l'intervalle 1 à 6, mais je pourrais avoir tous les nombres. C'est-à-dire que je pourrais avoir 2,5, je pourrais avoir 3,75. Alors qu'avec un dé, en fait, je ne peux pas l'avoir. Donc en loi continue, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle valeur, okay, on ne se limite pas qu'aux entiers, alors que dans les lois discrètes, eh bien, on s'appuie vraiment sur des valeurs, et on ne peut pas, on a sur un nombre fini de valeurs, et on ne peut pas en avoir d'autres. Ok. Donc on va voir que ça va nous permettre de solutionner d'autres problèmes quand les problèmes deviennent plus compliqués. Ça va être plus simple à solutionner avec une loi continue. On va travailler plutôt sur des intervalles plutôt que sur des valeurs discrètes. Alors en loi normale, effectivement, quand je cherche la probabilité pour que x vale une certaine valeur k, je vais tomber sur 0. Alors pourquoi j'ai ça? En fait, c'est assez simple à comprendre. Si vous vous souvenez, je reviens un petit peu de nouveau sur ma loi uniforme, et j'avais dit effectivement que si je prends un nombre qui est entre l'intervalle 2 et 5, voilà, et j'avais en fait, on avait calculé une loi de densité qui était de 1 tiers, hein, donc f de x est toujours égal à 1 tiers, okay, et bien on avait dit que dans le carré, par exemple le gris que j'ai dessiné ici, entre 2 et 5 avec une hauteur de 1 tiers, et bien j'avais 100% des gens, ok. Et je calculais des probabilités dans la loi uniforme en disant, voilà, que représente le rectangle bleu par rapport au rectangle gris. Je faisais le ratio des deux et ça me donnait la probabilité. Quelle est la probabilité pour qu'un individu se trouve dans le rectangle bleu quand je sais qu'il se retrouve dans le rectangle gris? En fait, je vais arriver à le trouver comme ça. Donc vous comprenez bien qu'il y a une notion d'aire là-dedans. C'est le ratio de l'aire du rectangle bleu sur l'aire du rectangle gris. Ok. Mais si je parle d'aire, bah, il faut que cette aire, elle existe. Et en loi uniforme, en loi normale, pardon, on va se rendre compte assez vite que je ne peux pas chercher un point bien précis. Pourquoi? Bien, j'ai dessiné ici en fait la représentation de la loi normale. Ok, c'est une gaussienne, on va le voir. Elle a cet aspect en cloche, on appelle ça souvent en cloche, et on retrouve en fait ce que je vous disais, c'est-à-dire que en fait, on a ici la moyenne ou l'espérance de la loi normale, et on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément d'individus autour de cette moyenne. C'est pour ça en fait que c'est là où la courbe est le plus haut. Et plus on va aller vers les extrêmes, en fait, plus le nombre d'individus va se réduire. Ok. Mais si maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais je cherche un point bien précis? Je cherche par exemple la probabilité que x soit égal en fait à une valeur k qui est juste ici. Eh bien, si vous avez compris en fait que tout fonctionne avec des aires, ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche l'aire de la surface bleue. Bah oui, mais l'aire de la surface bleue, si je la cherche en une seule valeur, ça veut dire en fait que cette aire n'a absolument aucune largeur. Ok? Et donc, peu importe la hauteur que je peux avoir, si je n'ai pas de largeur, en fait, je vais multiplier cette hauteur par 0. Et donc, effectivement, si je cherche la probabilité que x soit égal à un certain nombre k en loi normale, eh bien, je vais toujours avoir 0, puisqu'il n'y a absolument aucune aire à calculer dans la mesure où la largeur est égale à 0. Alors, comment je m'en sors pour trouver, en fait, que la probabilité que x est égal à k? Et bien, malheureusement, je vais être obligé de tricher un petit peu. C'est-à-dire que je vais devoir, en fait, je vais devoir prendre un petit peu avant k, donc k moins un certain delta. Je vais prendre en fait k un petit peu après k, toujours k avec un petit peu delta, et donc en fait je vais chercher la probabilité que x soit compris entre k moins delta et k plus delta. Si je fais ça, j'ai de nouveau un intervalle, ici, et à partir du moment où j'ai de nouveau un intervalle, j'ai de nouveau une base, j'ai de nouveau une valeur pour la base, et je peux de nouveau calculer une aire. Voilà un petit peu les différents éléments que l'on va poser au départ sur cette loi normale.
Donc en loi normale, effectivement, je ne peux pas calculer une seule valeur discrète, j'ai toujours besoin de calculer en fait un intervalle. Ok, donc soit x est compris entre a et b, soit x est inférieur à a, soit x est supérieur à a, mais en tout cas, je suis obligé d'avoir toujours un intervalle. Ok. Alors on va essayer de la représenter en fait cette loi normale sous Excel, et Excel, on va voir en fait que la fonction loi normale sous Excel est un petit peu un faux ami, hein. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Donc comment est-ce qu'on va la représenter sous Excel? On va commencer par donner des valeurs de x de 0 à 10 par intervalle de 1 dixième. Ok, et on va utiliser la fonction Excel loi normale et on va étudier ses paramètres. Ok, ça marche. On va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la loi normale. Donc je vais donner des valeurs de x, et ces valeurs de x, je vais dire, voilà, elles s'échelonnent de 0 à 10 par palier de 1 dixième. Hein, donc 0, 0,2, 0,3, 0,4. Ok, est-ce qu'il va comprendre ce que je veux faire? Et on va aller, ouais, ça va, il comprend. Et on va aller jusqu'à 10. C'est largement suffisant, on aura déjà pas mal de valeurs. Voilà, on aura déjà une centaine de valeurs, et on va aller jusqu'à 10. Et de l'autre côté, on va écrire la loi normale. Alors la loi normale, je vais juste chercher la fonction Excel. Il y a une fonction Excel qui s'appelle loi.normale. Alors la loi normale dans Excel, elle est dépréciée, mais il existe une loi normale.n. Donc renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant la loi normale pour l'espérance arithmétique et l'écart type spécifié. Ok, donc là il nous redit effectivement que les deux paramètres de la loi normale sont l'espérance et l'écart type. Donc quand j'ouvre ma parenthèse, il me dit qu'il y a effectivement 4 valeurs à mettre dans cette loi normale. La première, c'est x, c'est-à-dire la probabilité que je recherche. Donc ça, le x, je l'ai mis en première colonne, hein. Donc c'est ce qui se trouve en fait en case A2. Ensuite, il y a l'espérance de la loi. Alors l'espérance de la loi, ça veut dire en fait sur quelle valeur en fait se situe le pic. Ok, moi j'ai défini de 1 à 10. Donc l'espérance de la loi, moi je voudrais par exemple qu'elle soit au plus haut pour la valeur 3. Donc je vais mettre l'espérance 3 et on va voir que la courbe en fait est au plus haut quand x arrive à 3. L'écart type. Alors comment je comprends l'écart type? L'écart type en fait ça va nous permettre de savoir si une courbe est plutôt rassemblée, c'est-à-dire c'est assez simple en fait, hein. Je vais prendre cette courbe-là telle que je l'ai dessinée, et je vais juste la coller à côté. Ok, je vais la réduire, je vais la redimensionner horizontalement, et je vais la mettre à 50%. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voudrais la redimensionner uniquement horizontalement. Redimensionner. Je voudrais 50. Bah non, là je veux pas la lier. Ah voilà. Je veux la mettre à 50 et horizontalement. Ok. Donc vous voyez la différence entre les deux courbes, c'est que la première courbe en fait, les éléments sont mieux repartis, et la deuxième courbe en fait, les éléments sont plus proches de la moyenne. Ok. Alors comment est-ce que je peux comprendre l'écart type? Eh bien l'écart type, si jamais je prends la moyenne et que la moyenne et je prends un écart type, j'ajoute un écart type et j'enlève un écart type, ok, eh bien ça veut dire que je me retrouve en fait avec l'aire de la courbe du milieu qui est ici, représente en fait 68% des individus ou 68% de l'aire totale qui se trouve sous la courbe de la loi normale. Ok, donc un écart type, plus ou moins un écart type par rapport à la moyenne, eh bien l'aire que j'ai mis en rouge représente du coup 68% des individus. Ok, donc si par exemple j'ai 10 avec un écart type de 3, et bien 10 moins 3 ça fait 7, 10 plus 3 ça fait 7, et donc ça veut dire que 68% des individus se trouvent entre 7 et 13. Ok, ça marche. Donc ici je vais mettre par exemple un écart type de 2. Écart type de 2,
avec une moyenne de 3, ça veut dire en fait que 68% des individus vont se retrouver en fait entre 1 et 5. Ok. Et la cumulative, je vais mettre une cumulative fausse pour que les données ne se cumulent pas. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi sert la cumulative. Alors là, on peut se dire, oui, mais c'est marrant parce que, en fait, je prends la probabilité de x et je récupère une valeur. Tout à l'heure, j'ai dit, en fait, que la valeur, eh bien, je ne pouvais pas la calculer en un point bien précis, puisqu'en un point bien précis, je n'avais pas de taille pour la base, et donc je ne pouvais pas calculer une R si la base, en fait, était nulle. Alors, il faut faire attention, la loi normale n, quand elle n'est pas cumulative dans Excel, ce qu'elle fait, tout simplement, c'est qu'elle va récupérer la fonction de densité de probabilité, qui est ici f de x, et elle va juste calculer la hauteur de la courbe en un point bien précis. Elle va injecter l'écart type, elle va injecter l'espérance, et elle va calculer le point de la courbe. Mais c'est pas la probabilité, ok? C'est juste l'utilisation de la loi de densité de probabilité. Ok. Donc on va essayer de la tracer, cette courbe, et on va regarder en fait sur quoi on aboutit. Est-ce que j'ai fini 2, j'avais mis une cumulative à faux. Ok. Et maintenant, je vais tout simplement prendre ces premières colonnes et je vais insérer un graphique. Voilà. Et on voit, effectivement, je peux insérer celui-là. C'est pas mal du tout. Vous voyez qu'en fait, bah, ça correspond bien en fait à ce qu'on a donné. Hein. Là, on a à peu près entre 2 et 4, on a la valeur 3. Donc, on est bien au plus haut en 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 3... combien j'avais mis d'écart type? 2. Donc entre 1, qui est à peu près ici, et 5, qui est à peu près ici, et bien si je trace en fait ici des verticales, et bien sous la courbe ici, je vais me retrouver avec 68% de l'aire totale qui se trouve entre la courbe et l'axe des abscisses, ou en d'autres termes, je vais me retrouver avec 68% des individus qui sont concernés en fait par cette loi normale. Voilà. Donc si je décale maintenant, voilà, je suis à 3, hein, si jamais je décale à 8, et que je refais ma courbe de densité, je tire ma formule vers le bas, ben on va s'apercevoir que si je suis à 8, eh bien, voilà, vous voyez que ma courbe s'est décalée, et que maintenant, le sommet en fait, de ma courbe, là où le point le plus haut en fait, se retrouve à 8, se retrouve toujours à la moyenne. Et si j'ai envie que les éléments se resserrent entre eux, eh bien, si je veux qu'ils se resserrent, au lieu d'avoir 2 en écart type, je vais mettre 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire 0,5 bah, ça veut dire tout simplement que si j'ai 8 d'espérance et j'ai 0,5 d'écart type, ça veut dire que 68% de l'aire de la courbe va se retrouver entre 7,5 et 8,5. Ok? Je vais lancer ça, et donc ça va resserrer beaucoup plus ma courbe. Voilà. Ok, donc on comprend bien que ces deux paramètres jouent énormément sur la forme de la courbe. Hein. L'espérance, c'est là où elle va se positionner. Et l'écart type, bah, plus il est petit, plus ma courbe va être resserrée. Plus il est grand, plus ma courbe va être aplatie. Ok. Donc, comme dans la loi uniforme, la probabilité de densité de la courbe est de 1, c'est-à-dire en fait que l'aire qui se trouve en fait entre la représentation graphique de ma loi normale et l'axe des abscisses, en fait, va être de 1. Ce 1 correspond en fait à 100%, correspond à 100% de la population que je suis en train d'observer. Alors comme la courbe est symétrique, je sais par exemple qu'il y a autant de gens avant l'espérance qu'après l'espérance. Okay, comme je le montre ici, la courbe elle est symétrique, ça veut dire que si jamais j'ai les gens dans ma partie... Ah, il faut que je cloisonne, sinon je vais tout dessiner. Ça veut dire que, effectivement, tous les gens qui sont dans cette partie verte, bah, il y en a autant que de gens qui sont, par exemple, dans la partie... Je vais faire une partie bleue ici, que dans la partie bleue. Voilà. Ok, la courbe est symétrique, je pourrais la plier par rapport à l'espérance, et je me retrouverai, en fait, je pourrais superposer exactement les deux courbes. Ok. Donc ça, il y a pas mal de propriétés qui sont comme ça. On va aussi pouvoir retrouver des relations, hein, c'est-à-dire que comme l'ensemble des éléments dans une courbe,
loi normale, l'air est toujours été égal à 1, ben, je vais pouvoir retrouver des relations. Par exemple, si jamais je me retrouve ici, je vais tracer ici en fait un ensemble vert, ok, et je vais dire en fait que ben, ici ça c'est le point d'abscisse A, ok, et ben je peux dire que cet élément vert ici, je peux en trouver des propriétés, c'est-à-dire que l'élément vert c'est l'ensemble des individus, c'est la probabilité pour que x soit inférieur à A. Ok. Bah là, on voit bien qu'il y a une relation en fait avec le reste. C'est-à-dire que si cet élément vert ici, c'est quoi? Bah, c'est toute la courbe moins l'élément bleu. Donc si j'ajoute le bleu et le vert, les deux zones bleues et vertes, les deux zones bleues et vertes, je me retrouve avec 1. Donc ça, c'est vrai dans les lois de probabilité. Si j'ajoute en fait toutes les probabilités possibles, eh bien j'obtiens 1 puisque j'ai tous les individus qui sont concernés. Et ça veut dire que dans cette propriété-là aussi, bah, ça veut dire que l'ensemble vert ici, c'est 1 moins l'ensemble bleu. Ou l'ensemble bleu, c'est 1 moins l'ensemble vert. Donc j'arrive en fait comme ça à retrouver des relations en fait entre les différentes aires qui se retrouvent sous ma courbe. Ok. Ça marche. On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec un petit exemple. Donc en termes de calcul, d'espérance, de variance, d'écart type, et bien en fait on s'aperçoit que la loi normale est définie par son espérance et son écart type, donc on n'a pas à le calculer. C'est ce qui nous est donné lorsqu'on définit en fait une loi normale. Elles sont données. Si je dois calculer la variance, ben la variance ne change pas par rapport aux autres lois de probabilité. La variance, c'est toujours le carré de l'écart type, et comme l'écart type est un des paramètres, eh bien c'est pas compliqué à calculer, il suffit que je prenne l'écart type qu'on me donne et que je le mette au carré. Voilà. Ok, donc au niveau des calculs, si jamais on peut vous demander quelque chose, c'est uniquement la variance. Alors je vais vous proposer de voir un petit peu par l'exemple comment on pourrait utiliser la loi normale pour calculer quelque chose. Alors je vous propose de s'intéresser en fait à un élevage de poulets et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et bien après 110 jours normalement, après sa naissance, un poulet a un poids moyen de 1500 grammes et un écart type de 200 grammes. Ok, donc là on a les paramètres de la loi normale, on a 1500 grammes, alors on va essayer tout de suite de le remettre dans son contexte. Ok, donc on a 1500 grammes, donc on sait déjà que ma loi normale, elle est centrée sur 1500 grammes. Et elle a un écart type de 200 grammes, ça veut dire que, encore une fois, l'écart type, je vais le mettre ici, l'écart type veut tout simplement dire que si j'ajoute l'écart type à l'espérance et que j'enlève l'écart type de l'espérance, ok, ici je me retrouve en fait avec, dans cette zone-là avec 68% de la population. Voilà, et on a dit que l'écart type c'était de 200 grammes. Donc, si je rajoute ces 200 grammes, ça veut dire que entre 1300 grammes et... Donc là, on peut le regarder, hein, là on est à 1300 grammes, et là on est à 1700 grammes. Entre 1300 grammes et 1700 grammes, on a donc 68% de la population, un petit peu plus des 2 tiers. Ok, qu'est-ce qu'on va nous demander maintenant? Donc la loi normale concernant le poids des poulets est donc de n 1500-200, 1500 l'espérance et 200 l'écart type. Les poulets bas de gamme sont ceux qui ont moins de 1300 grammes. Ok. Les moyens de gamme ont entre 1300 et 1750 grammes et les poulets haut de gamme ont plus de 1750 grammes. Ok. Donc bas de gamme, c'est moins de 1300 grammes. Donc on va tout simplement les mettre en violet. Donc ici, alors la courbe se prolonge encore, hein, mais je vais la clôturer ici pour que on voit ce qu'on fait. Donc là, en dessous de 1300 grammes, c'est ce qu'on appelle les poulets bas de gamme. Ensuite, on a les milieux de gamme qui vont de 1300 jusqu'à 1750. Alors ceux-là, je vais les représenter en bleu. Donc ici, on a 1700. Donc on va mettre à peu près 1750. C'est un petit peu plus loin. C'est ici. On va dire ça. Voilà.
Ok, donc 1750, c'est cette partie-là, et ça, c'est ce qu'on appelle les poulets haut de gamme. Ok, et le reste, bah, c'est le milieu de gamme. Alors, on va leur donner une couleur aussi, hein, on va prendre celle-là. Hop, ça, c'est le haut de gamme. Pardon, milieu de gamme. Alors, sans même se lancer dans un calcul, on va déjà voir qu'effectivement, bah, le bas de gamme, c'est inférieur à 1300. Ok. Le milieu de gamme, c'est entre 1300 et 1700. Donc, en fait, on a pris l'intervalle en fait, de plus ou moins l'écart type. Donc, ça veut dire que normalement, les milieux de gamme devraient représenter plus de 68%. Et ce que l'on va essayer de chercher maintenant, c'est quel est le ratio en fait que constitue chacune de ces trois aires par rapport à l'aire totale en fait qui se trouve sous la courbe. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que je peux calculer ça. Alors, ma loi de probabilité, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la mettre en place ici. Alors, je vais commencer avec les poulets de 1000 grammes. Et je vais aller de 50 en 50. Et je vais aller jusqu'à, je sais pas, 2000, ça suffira largement. Voilà. Ok. Maintenant, je vais changer un petit peu ma loi normale. Donc, ma loi normale, elle prend toujours 1. Sauf que cette fois-ci, alors elle est centrée en quoi? Elle est centrée en 1500. Hein, 1500 grammes, c'est le poids moyen d'un poulet. Elle a un écart type de 200, pardon. Et cette fois-ci, je vais la mettre en cumulative. Alors, qu'est-ce que va faire la cumulative? La cumulative, en fait, elle va me donner la probabilité, en fait, que les poulets aient moins de 1000 grammes. Puis, je vais avoir la probabilité que les poulets aient moins de 1050 grammes, et ainsi de suite. Et donc, en fait, je cumule, en fait, les propriétés. Mais c'est la seule façon, en fait, de pouvoir utiliser Excel pour calculer ce genre d'air. Alors, sur des calculatrices modernes, hein, type Planumworks ou chez Casio ou chez TI, c'est un petit peu plus simple à calculer avec une loi normale, hein, et vous pouvez mettre en fait, vous pouvez aller directement dans la fonctionnalité loi normale, mettre la borne min et la borne max. Ok, donc qu'est-ce que je veux calculer? Moi je veux calculer trois choses. Je veux calculer à partir de ce graphique, je veux calculer la probabilité, si je prends un poulet au hasard, quelle est la probabilité pour que ce poulet soit, pour que le poids de ce poulet soit inférieur à 1300 grammes. Donc ça, c'est les bas de gamme. Je vais écrire. Milieu de gamme, c'est quelle est la probabilité pour que, si je prends un poulet au hasard, il soit entre 1300 et 1750 grammes. Et le haut de gamme, c'est la probabilité pour que mon poulet soit au-dessus de 1750 grammes. Ok, alors comment je vais calculer ça avec Excel? Alors avec Excel, il y a un truc qui est assez simple, c'est que la cumulative, le bas de gamme, elle va me le donner assez vite. Les poulets inférieurs à 1300, elle va me les donner ici. 1300, elle va me dire, voilà, il y a 0,1586. Ok, je vous laisse juste la formule. Il y a 0,1586. Donc ça veut dire que les poulets bas de gamme, 0,1586, c'est égal à 15,86%. Donc 15,86% sont des poulets bas de gamme. Ok, ça marche. Maintenant, comment je calcule le milieu de gamme? Le milieu de gamme, ça veut dire que je prends tous ceux qui sont inférieurs à 1750, ce qui est ici. Ok, mais ça, c'est tous ceux qui sont inférieurs à 1750. Donc si je reprends mon graphique, c'est tout ce qui est bleu plus le violet. Donc il ne faut pas que j'oublie d'enlever le violet. Donc je prends 1750 et j'enlève 1300. Et j'obtiens, hop, je prends une valeur approchée encore une fois. Donc ici c'est 0,5
73,57. Donc c'est égal à 73,57%. Ok. Et maintenant, pour calculer la troisième, j'ai plusieurs possibilités. Comme j'ai des poulets bas de gamme, des milieux de gamme et des hauts de gamme, c'est que j'ai que 3 catégories. Et ces 3 catégories couvrent tous mes poulets. Donc, puisque la première méthode, ça serait tout simplement de dire, il faut que le cumul des 3 pourcentages, en fait, fasse 100%. Donc je pourrais juste faire 100%, moins 73,57, moins 15,86. On va voir qu'on va arriver avec les méthodes au même résultat. Hein. Je prends 100%, j'enlève 15,86, j'enlève 73,57 et j'arrive à 10,57. Ok, donc 0,1057 égale 10,57%. Première méthode à laquelle on pourrait arriver. Deuxième méthode, je peux prendre mon Excel ici tout simplement. Et comme j'ai la cumulative ici, je sais quels sont les poulets qui ont moins de 1750 €. Et donc si je veux savoir ceux qui ont plus, je fais 1 moins ceux qui ont moins de 1750 €. Et j'ai 10,56,4. J'avais combien? Moi j'avais trouvé combien? 10,57, ok. C'est une question d'arrondi, hein, effectivement, puisque les deux valeurs ici sont arrondies, mais vous voyez que dans l'ordre d'idée, on est plutôt pas mal. On est sur du 0,1056, 10,57. Ok. Et donc on a résolu comme ça notre problème de poulet. Si je reprends les différentes aires ici, hop, et que je reprends, voilà, et bien je sais que l'aire violette représente 15,86% de l'aire totale, l'aire bleu clair correspond à 73,57% de l'aire totale, et l'aire bleu foncé correspond à 10,57% de l'aire totale. Voilà un petit peu comment je peux calculer des probabilités. Et donc effectivement, ces probabilités, on ne vous demande jamais d'utiliser la fonction de densité au niveau du BTS CG. Vous avez tout simplement sur votre calculatrice une fonction qui vous permet d'utiliser la loi normale. Ok, alors ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est qu'il y a effectivement une façon de faire un lien entre la loi binomiale que l'on avait vue et la loi normale. Alors je rappelle, la loi binomiale, c'était la loi de probabilité. Pour qu'on soit en loi binomiale, c'est que il faut qu'il n'y ait que deux issues possibles, succès, échec, pile, face, voilà. Il faut que l'opération soit répétée plusieurs fois et toujours de la même manière, et il ne faut pas qu'une des expériences, en fait, ait une influence sur une autre, pour être en loi binomiale. Ok. La loi binomiale, elle, par contre, elle s'appuie sur des valeurs discrètes. Si je lance une pièce en l'air, j'ai pile ou face, mais j'ai pas la tranche ou quelque chose d'intermédiaire. Ok. Alors que la loi normale s'appuie sur des variables à valeur continue. Alors on pourrait se dire, tiens, mais elle ne marche pas du tout de la même manière, quel lien il pourrait y avoir en fait entre ces deux lois? Eh bien, on va s'apercevoir que d'une loi binomiale, en fait, on peut avoir une bonne valeur approchée en calculant par une loi normale. Et on va essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça. Encore une fois, je vais contextualiser tout ça en fait avec un exemple. Alors on imagine qu'on travaille cette fois-ci pour une entreprise qui produit des guitares et vous en êtes responsable de la qualité. Vous savez que 30% des guitares produites ont un défaut, ce qui est assez énorme quand même dans cette production-là, donc ce serait peut-être intéressant de s'intéresser aux défauts. Et vous décidez de porter votre analyse sur un échantillon de 100 guitares, c'est-à-dire que un jour vous débarquez dans l'usine et vous prenez 100 guitares qui ont été produites dernièrement, ok, au hasard, et c'est là-dessus que l'on va baser notre étude. Et donc, en fait, avec les propriétés de la loi binomiale, vous essayez de savoir quelle est la probabilité pour que, si sur ces 100 guitares que vous ayez prises, eh bien, il y en a 35 de défectueuses. Alors, en loi binomiale, c'est quelque chose que l'on peut calculer assez facilement, hein, il suffit de calculer le coefficient binomial, ça on l'avait vu, et il y a une petite formule qui, à partir de la probabilité de succès et la probabilité d'échec, vous donne la bonne solution. Ok, je vous propose de mettre ça en place dans Excel et on va regarder comment ça marche. Donc, X, cette fois-ci, je suis en valeur discrète. Donc, si jamais je prends 100 guitares, eh bien, je vais prendre un intervalle. Quel est le minimum de guitares qui peuvent être défectueuses? 0. Je peux très bien avoir du bol. Et sur les 100 guitares que j'ai prises, en fait, il y en a 0 qui sont en défaut.
Et quelle est la valeur maximum? Bah, la valeur maximum, c'est tout simplement 100. Puisque, effectivement, je pourrais très bien ne pas avoir de chance du tout, et les 100 guitares que je sélectionne, eh bien, elles sont toutes défectueuses. C'est pour ça que je vais de 0 à 100 avec cette loi binomiale. Ok. Alors, je vais prendre ma loi binomiale, et ensuite, je la comparerai à la loi normale, que je vais en déduire pour voir si on est bien. Donc, je vais appeler loi binomiale. Pareil, je vais utiliser la n. Paramètre de la loi binomiale. Le nombre de succès escomptés. Alors, nombre de succès escomptés, c'est ce que j'ai en fait dans la variable x à côté. Ok. Deuxième, le nombre de tirages. Le nombre de tirages, ben, j'ai récupéré 100 guitares. Quelle est la probabilité de succès? La probabilité de succès, il y a des défectueuses. Moi, je cherche les défectueuses, et je sais qu'il y a 30% de défectueuses, donc la probabilité de succès, c'est de 0,3. Cumulative, je vais mettre non. Je veux juste garder les valeurs discrètes. Ok. Donc, je vais tirer ma formule vers le bas, et on va regarder comment lire ces différents éléments. Ok. Alors déjà, chose surprenante, on s'aperçoit que j'avais laissé mon graphique en place, et ça ressemble quand même beaucoup à la loi normale que l'on a dessinée. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire si je lis ma loi binomiale? Ça veut dire si je lis ma loi binomiale. Alors j'ai le pic en fait de ma fonction, il est situé en fait sur le point, alors je le coche, hein, il me dit le point 30. Est-ce que c'est normal en fait que le plus haut de ma courbe soit sur le point 30? Oui, c'est normal en fait, puisqu'il y a 30%, la probabilité d'avoir un échec, d'avoir une guitare défectueuse, est de 30%. Donc ça veut dire que si jamais je répète l'opération de prendre 100 guitares, eh bien je vais souvent retrouver quelque chose qui est proche de 30%. Et plus je vais m'éloigner de 30%, eh bien plus ça va se réduire. Ok, donc la valeur la plus haute, elle se retrouve autour de 30%. Et 30%, j'ai une probabilité d'avoir 30 guitares défectueuses quand j'en prends 100, qui est de 0,086, donc 8,6, 8,7%. Ok. Et moi, si j'ai demandé 35, eh bien je suis à 4,7% de chance d'avoir 35 guitares défectueuses quand j'en prends 100, et que que la probabilité d'avoir une guitare défectueuse est de 30%. Ok. Donc ça marche très bien avec la loi binomiale. Je cherche une valeur, x est égal à 35. Par contre, les choses se compliquent si jamais je cherche à déterminer un intervalle, parce qu'effectivement, la loi binomiale n'est pas du tout faite pour ça. Imaginons que je cherche maintenant la probabilité qu'il y ait moins de 35 guitares défectueuses. 35 et moins. Ben, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec la loi binomiale? Ben, soit que je mette effectivement l'accumulative à vrai, soit effectivement il faudrait que je fasse la somme. C'est quoi moins de 35 guitares? Bah, c'est la probabilité qu'il y en ait 0, qu'il y en ait, plus la probabilité qu'il y en ait 1, plus la probabilité qu'il y en ait 2, plus la probabilité qu'il y en ait 3, et je vais comme ça jusqu'à P de 35, si P de 35 est inclus. Et là, je m'aperçois effectivement tout en bas, hein, Excel me donne la somme, et il me dit qu'il y a effectivement 88,39% de guitares de chance qu'il y ait moins de 35 guitares défectueuses sur les 100 que j'ai prises. Ok, sauf que moi, si je veux... Alors Excel est très pratique pour me donner ça, mais si moi je veux le calculer, ben, il faut que je calcule P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, et qu'à la fin, je fasse le cumul de tout ça. Ok, donc ça peut être un petit peu long. Hein. Bon, un outil comme Excel me le donne vite, mais ça peut être un petit peu long. Je peux avoir effectivement plusieurs choses à calculer. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre alternative? Eh bien, j'ai comme autre alternative, en fait, de pouvoir dire... je pourrais transformer ma loi binomiale en loi normale. Alors, c'est pas vraiment une transformation, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une loi normale qui est approximativement la même que la loi binomiale que je viens de mettre ici. Pourquoi je cherche à faire ça? Tout simplement parce qu'à partir du moment où j'ai une loi normale, eh bien, je peux utiliser toutes les propriétés de la loi normale, et notamment, en fait, le calcul, en fait, de la probabilité par rapport à un intervalle qui m'est donné. Et donc, il y a une très bonne approximation de la loi binomiale, dont les paramètres, je le rappelle, sont le nombre de tirages et la probabilité de succès, et d'avoir, en fait, tout simplement, cette approximation, c'est la loi normale d'espérance n fois p,
Donc c'est-à-dire que je prends le nombre de tirages de la loi binomiale et je le multiplie par la probabilité de succès. Et de l'autre côté, en fait, l'écart type de cette loi normale serait la racine carrée de n fois p multiplié par 1 moins p. Donc en gros, c'est la racine carrée du nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès multiplié par la probabilité d'échec. Voilà. Alors on dit que l'approximation, elle est bonne sous certaines conditions. C'est-à-dire que si on s'écarte de ces conditions, l'approximation devient moins bonne. Alors qu'est-ce que c'est que ces conditions? La condition, c'est que l'opération doit être répétée au moins 30 fois. Ok? Ça, c'est clair. En fait, on ne peut pas généraliser une loi si on n'a pas un échantillon suffisant. Hein. C'est comme si je faisais par exemple un sondage et je ne faisais un sondage que sur une personne. Je ne peux pas considérer en fait qu'en prenant un échantillon d'une seule personne, je sois représentatif. Et donc effectivement, on va dire qu'il faut que le tirage soit répété un certain nombre de fois et on estime qu'au-dessus de 30, on commence à avoir une bonne approximation. Autre chose, quand je multiplie le nombre de tirages par la probabilité de succès, il faut que ce soit supérieur ou égal à 5. Ça aussi, ça évite en fait d'avoir une probabilité de succès qui est trop faible. C'est-à-dire si j'ai un événement qui se produit que 0,0000023% du temps, on n'arrivera pas à avoir une bonne approximation puisqu'effectivement c'est un événement qui n'arrive pratiquement jamais. Donc on vérifie que ce soit vrai pour la probabilité de succès, on vérifie que ce soit vrai pour la probabilité d'échec aussi. Okay, on estime que on essaye de voir que la probabilité de succès et la probabilité d'échec, du coup, elles soient les deux significatives. Voilà. Donc, voilà quelques petits éléments pour s'assurer, parce que effectivement, si on n'est pas dans ces cas-là, on peut toujours faire une approximation, mais par contre, elle sera plus bonne par rapport à la loi binomiale qu'on essaie de représenter. Ok, alors on reprend la loi binomiale de nos guitares. La loi binomiale, on a fait 100 tirages et on a une probabilité de succès de 0,3. Donc on porte sur 100 guitares, 0,3 c'est la probabilité de défaut. Donc n est bien supérieur à 30 puisqu'on a 100 tirages, ça c'est bon. Quand je multiplie 100 fois 0,3, j'obtiens 30, donc 30%, donc ça c'est ok, on est supérieur à 5. Et quand je multiplie les tirages par la probabilité d'échec, je suis à 100 fois 0,7, ça fait 70, on est aussi supérieur à 5, ça marche. Donc ça veut dire que j'ai vérifié ça, ça veut dire que la loi normale qui va découler de la loi binomiale va avoir plutôt une bonne approximation. Et on va essayer de comparer les deux et regarder si effectivement c'est le cas. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais reprendre en fait ma formule. Je sais que j'ai une loi binomiale. Hop, je vais laisser mes poulets de côté. J'ai une loi binomiale en fait qui a comme paramètre 100 0,3. Ok. Et moi, je cherche une loi normale qui soit basée en fait sur une moyenne et un écart type. Et je sais que, je reprends un petit peu mes formules, hein. Je sais qu'une bonne approximation de cette loi normale, elle est juste ici, eh bien, il faudrait que je calcule la moyenne. Ce serait égal à nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès. Donc je reprends le nombre de tirages de B, c'est 100, multiplié par la probabilité de succès, c'est 0,3. Et donc 100 fois 0,3, ça fait 30. Donc ça, c'est la moyenne de ma fonction, de ma loi normale. Maintenant, je vais en calculer l'écart type. Alors l'écart type, c'est un petit peu plus difficile à calculer. L'écart type, c'est en fait égal à la racine de quoi? De n fois p fois 1 moins p. Donc, nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès multiplié par la probabilité d'échec. Okay, donc c'est égal à la racine de 100 fois 0,3 fois 0,7. Ok, je vais calculer tout ça. Ok, je prends la calculatrice. Voilà, donc 100 fois 0,3 fois 0,7. Et je prends la racine carrée de tout ça. Ça fait 4,58. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un arrondi. Hein. C'est à peu près 4,58. Donc le fait qu'il y ait un arrondi, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que c'est une approximation, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup, mais on ne sera pas exactement sur la même valeur. Donc ça veut dire que si j'ai une loi binomiale 100,03, eh bien en fait elle va ressembler beaucoup à la loi normale
30, 4,58. Alors on va essayer de voir si effectivement c'est le cas. Je vais prendre la loi binomiale qui est là, et je vais prendre la loi normale à côté. Donc loi normale, ça veut dire que je prends dans Excel le truc qui s'appelle loi normale.n, je respecte les différents éléments, donc je prends x, l'espérance on a vu que c'était 30, c'est ça? Oui, et l'espérance et l'écart type c'est 4,58. Ok, elle est cumulative? Non. Je veux pouvoir la comparer. Voilà. Voilà. Je vais tirer ma formule vers le bas. Ok, alors je pourrais comparer nombre à nombre. Hein. Ce serait peut-être pas super intéressant. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais reprendre ces éléments-là. Hop. Et je vais tracer un graphique. Alors je vais agrandir le graphique pour qu'on voit bien. Mais l'approximation est pas mal du tout. Ok? Donc on voit qu'on a la loi binomiale en bleu et on voit qu'on a la loi normale en orange. Alors les points ne sont pas confondus, hein, je vous ai dit que c'était une approximation, hein, mais effectivement l'approximation est loin d'être mauvaise. Hein. On a effectivement une loi normale qui ressemble beaucoup en fait à la loi binomiale. Et donc ça veut dire que comme on arrive à l'approximer, et bien maintenant on peut utiliser, pour résoudre notre problème, on peut utiliser ce que l'on sait faire en fait avec la loi normale. Voilà un petit peu l'idée, et on part justement de ce principe-là, hein, que la loi normale, on peut en trouver une approximation. Donc il suffit en fait de prendre le nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès pour donner l'espérance de cette loi normale, et l'écart type c'est la racine carrée du nombre de tirages multiplié par la probabilité de succès multiplié par la probabilité d'échec. Ok. Voilà. Et donc effectivement, si jamais je veux avoir les nombres qui sont inférieurs à 35, je peux de nouveau utiliser ma cumulative. Je vais mettre ici vrai. Voilà. Vrai. Donc on avait calculé donc inférieur à 35, je reprends avec la loi binomiale, je fais la somme et je suis à 88,39. Et si je prends la loi binomiale à 35, je suis à 86,25. Ok, je suis pas très loin, mais effectivement c'est une bonne approximation. Je passe de 88 à 86, ok, il y a 2% d'écart, quoi. Voilà. Donc gardez en tête que c'est toujours une approximation, hein, c'est pas un résultat exact, mais je peux donc calculer en fait quelque chose qui sort de la loi binomiale, je peux le calculer grâce à ce qui arrive en fait de la loi normale. Ça peut être plutôt intéressant. Ok. Bon. Ben on peut en terminer là avec l'approximation de la loi binomiale et de la loi normale. On voit que l'approximation est effectivement pas mauvaise du tout. Deux points encore à souligner avec la loi normale, et le premier point que j'aimerais développer, c'est la somme des variables indépendantes. Alors si x et y sont deux variables indépendantes, deux variables aléatoires indépendantes, on peut définir de nouvelles variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on peut en fait faire la somme de ces variables ou la différence de ces variables. Donc j'ai deux variables indépendantes, x et y, et je vais essayer d'en faire la somme. Tout à l'heure on verra avec un petit exercice dans quel contexte en fait on peut récupérer la somme, ou alors la différence. On va le retrouver pas mal en finance, ce genre de choses, hein, puisqu'on pourrait avoir, par exemple, pour la différence, vous avez en fait les recettes et les dépenses en fait, d'une entreprise, et vous savez sur quelle loi de probabilité s'étalent les dépenses et s'étalent les recettes, et on pourrait faire la différence entre les deux pour avoir une nouvelle loi de probabilité en fait, qui vous donne le bénéfice, par exemple. Donc S représente la somme de x et y selon le contexte, somme des coûts, somme des temps, et D la différence. Et on peut calculer l'espérance et la variance de cette nouvelle loi, hein, de cette nouvelle variable, en fonction des variables qui la composent. C'est-à-dire que l'espérance de la somme, par exemple, c'est l'espérance de chacune des composantes, l'espérance de x plus l'espérance de y. Et que l'espérance de la différence, c'est l'espérance de x moins l'espérance de y.
Ça, c'est plutôt logique, en fait. Sa variance, en fait, risque de poser un petit peu plus de problèmes. La variance et l'écart type, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est en fait de combien, en fait, ça nous donne une idée de combien on s'écarte, en fait, de la moyenne. Dans une loi normale, comme on l'a vu tout à l'heure, l'écart type veut tout simplement dire que je vais avoir l'intervalle qui va contenir 68% de la population. Est-ce que cet intervalle, il est resserré, et donc ça veut dire que la courbe est resserrée autour de la moyenne, ou est-ce que cet intervalle, au contraire, il est plus large, et que les individus s'éloignent assez rapidement de la moyenne? Mais si on cumule deux lois de probabilité, en fait, on va cumuler l'incertitude aussi, l'incertitude de ces variables. Et c'est ça que va traduire, en fait, le calcul de la variance. La variance d'une somme de variables va être la somme des variances. Ça, à la limite, on se dit, bon, bah, c'est quelque chose que je peux retenir facilement. Mais on va se rendre compte que la variance d'une différence, c'est aussi la somme des variances. Okay? C'est pas parce que je fais une différence, en fait, que si vous voulez, les écarts à la moyenne se retranchent, en fait. J'ai toujours deux variables, en fait, qui ont des écarts à la moyenne, et ces écarts à la moyenne, eh bien, ne se compensent pas. Okay? Ils s'ajoutent. Donc, que vous calculiez la variance d'une somme ou que vous calculiez la variance d'une différence, eh bien, vous allez toujours faire la somme des variances. Et si vous avez à calculer l'écart type, eh bien, l'écart type d'une somme ou l'écart type d'une différence, c'est toujours la racine carrée de la variance, donc c'est toujours, en fait, la racine carrée de la somme des variances des éléments qui le composent. Ok. Simplement, ces petites formules à retenir sur la somme des variables ou la différence des variables indépendantes. Je vous propose un petit exercice pour illustrer ces éléments-là. Donc une entreprise comptable traite des factures et des dossiers clients, traite les deux types de choses. Le temps de traitement d'une facture est modélisé par une variable aléatoire x, donc en loi normale, d'espérance 25 minutes et de variance 16. Ok, alors attention à variance cette fois-ci, 16, donc il faut trouver, pour calculer votre loi, il faut trouver l'écart type. Le temps de traitement d'un dossier est modélisé par une variable aléatoire y d'espérance 40 minutes et de variance 36, et x et y sont indépendants. Si je veux juste recontextualiser un petit peu, ça veut dire que le temps de traitement d'une facture est de 25 minutes en moyenne, c'est-à-dire quand je commence à traiter une facture, en moyenne j'en ai pour 25 minutes. Je traite la moitié plus vite que 25, je traite la moitié plus longtemps que 25. Et de variance 16, donc ça veut dire 16, racine de 16 ça fait 4, j'ai un écart type de 4, ça veut dire que je traite 68% des factures entre 21 et 29 minutes. Ok. Pour le temps de traitement d'un dossier, cette fois-ci, je suis sur une espérance de 40 minutes. La variance est de 36, ça veut dire que l'écart type est de 6, racine carrée de 36. Ok. Donc, ça veut dire que le temps de traitement d'un dossier, 68% des dossiers que je traite, je les traite entre 34 et 46 minutes. Ok. Maintenant, on va noter T. Aujourd'hui, j'ai à traiter en fait un dossier et une facture. Et donc, je vais essayer de créer une nouvelle loi qui va en fait décrire le traitement d'une facture et d'un dossier. Et pour ça, je vais créer en fait une nouvelle variable aléatoire T, le total, qui va prendre en compte la somme de x et de y. Donc, l'espérance de T, elle est assez facile à calculer. Est-ce qu'il est bon? Hop. L'espérance de t, on l'a vu d'après la formule, elle est assez facile à calculer. Il suffit que je prenne l'espérance de x et que j'ajoute l'espérance de y. Alors ça, c'est des chiffres que j'ai dans mon énoncé. C'est des chiffres que j'ai dans mon énoncé. E de x plus machin. Donc effectivement, quelle est la variable x? Elle a une espérance de 25 minutes. La variable y, elle a une espérance de 40 minutes. Donc je vais me retrouver en fait avec une espérance de 65 minutes. Ok, donc ça c'est plutôt logique. C'est-à-dire que si en moyenne je traite une facture en 25 minutes et un dossier client en 40 minutes, eh bien si je dois traiter les deux, je vais me retrouver en fait avec la somme des espérances, c'est-à-dire 65 minutes. Ok, mais qu'est-ce qu'il en est de la variance? La variance en fait du total,
on l'a vu tout à l'heure sur la fonction, c'est en fait égal à la variance de x plus la variance de y. Donc c'est-à-dire que la variance de x, elle est de 16, plus la variance de y, elle est de 36. Et donc la variance, ça va me donner 16 plus 36, ça fait 52. Ok, ça marche. Donc vous voyez que là, il y a le cumul des variances qui se fait. Et donc si je veux chercher l'écart type, de t, bah ça c'est égal à quoi? Bah c'est égal en fait à la racine carrée de la variance. Car racine carrée de variance de t. Et ça c'est égal à quoi? Bah c'est égal à racine de 52. Et c'est égal, il faut que je prenne la calculatrice pour ça. Je prends 52 et j'en prends la racine carrée, j'ai 7,2. 7,2. Alors comment je comprends ça encore une fois? Eh bien en fait, tout simplement, traiter à la fois une facture et un dossier, ça va me prendre en moyenne 65 minutes, mais 68%, je vais l'écrire comme ça, en moyenne, traiter une facture et un dossier va me prendre 65 minutes, ça c'est l'espérance. Ok, et je vais de nouveau repartir pour exprimer mon écart type. 68% des traitements d'une facture plus un dossier vont prendre entre quoi? Bah 65 minutes c'est l'espérance, moins 7,2 entre 57,8 minutes et bah, je vais prendre 65 plus 7,2, 72,2 minutes. Comme ça, j'aurais expliqué ce que veut dire l'espérance et ce que veut dire l'écart type. Bon, des traitements. Ok, voilà, donc j'ai une bonne idée en fait de ce que veut dire l'écart type et l'espérance dans une somme. Ok, alors autre chose, effectivement, ben, on va le voir aussi, si jamais j'ai deux variables aléatoires, x et y, qui suivent des lois normales. Donc ici, par exemple, ben, j'ai x qui suit espérance 1, écart type 1, et si y est une variable aléatoire qui suit la loi normale espérance 2, écart type 2, alors x plus y, la somme des deux, va aussi donner une loi normale, dont l'espérance est la somme des espérances de x et de y, et l'écart type, en fait, est la racine carrée des carrés de la somme des carrés des écarts types. Voilà un petit peu les formules que l'on pouvait retrouver au niveau des variables indépendantes. On peut faire le calcul effectivement pour les lois normales. Simplement utiliser ça. Donc on a vu que la première loi normale, je vais quand même l'écrire, la loi normale de x, x suit une loi normale, donc d'espérance 25 minutes et d'écart type 4, 1, puisque 16 est la variance. Et y suit une loi normale d'espérance 40 et d'écart type 6, racine de 36. Ok. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est t, le total des deux, suit également une loi normale. Hein, si les deux sont une loi normale, eh bien le cumul suit aussi une loi normale. Et on va simplement s'intéresser aux paramètres de cette loi. Donc, l'espérance, bah, c'est facile, je cumule simplement l'espérance des deux. Donc, je vais me retrouver avec 25 plus 40. Et pour ce qui est de l'écart type, bah, je vais prendre la racine. La racine de quoi? Bah, je vais récupérer la racine de 4 au carré plus 6 au carré.
Ok. Donc j'ai plus qu'à calculer tout ça. Donc 25 plus 40, bon, ça fait 65. C'est pas embêtant. Racine 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. 6 au carré, ça fait 36. 16 et 36, ça fait 46, 52. Voilà, c'est ce qu'on a calculé en haut. Hein. C'est l'écart type qu'on avait calculé en haut. Et donc, effectivement, la racine de 52, c'est 7,2. Et donc, on voit bien la relation avec ce que l'on avait mis en place tout à l'heure. Donc, si jamais j'ai deux lois normales, eh bien, la somme est aussi une loi normale qui a ses paramètres dont on peut déduire des premières lois normales de x et y. Ok, ça marche. Dernier point que je veux voir avec vous, c'est le théorème central-limite, lié aussi à la loi normale, puisque on va voir que le théorème central-limite établit la convergence en loi de la somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire en fait que on va voir apparaître la loi normale en fait parfois quand on répète des expériences sur un grand nombre de fois. Alors qu'à la base en fait la loi sur laquelle on travaille n'est pas du tout une loi normale. Ok. Alors dans quel cas de figure en fait on va arriver? Dans quel cas de figure ça va arriver? Eh bien en fait c'est si la suite des variables que l'on va mettre en place doit répondre à plusieurs critères. Les variables doivent venir de la même loi, c'est-à-dire que je répète la même expérience sans en changer les paramètres, et elles doivent être indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'une expérience n'a pas le droit d'influencer en fait une autre expérience. Ok. Et donc ça permet de comprendre en fait pourquoi la loi normale elle est omniprésente dans la nature, parce que plus l'élément est répété, plus on va faire émerger en fait la loi normale, c'est-à-dire toujours cet élément, cette loi en fait où il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent autour de l'espérance et peu qui se retrouvent sur les extrémités. Voilà. C'est comme c'est l'ajout de l'addition de nombreux petits phénomènes aléatoires qui conduisent à une représentation gaussienne. Et là où c'est un peu perturbant, où on peut se poser la question, c'est de dire oui mais si on dit aléatoire justement, c'est que c'est du hasard. Et si à la fin on arrive toujours sur une loi normale, est-ce que au final on ne serait pas en train d'annuler du hasard? Okay, parce que le hasard voudrait dire tout simplement que effectivement je ne peux pas déterminer à l'avance en fait quel sens ça va prendre. Oui, mais en fait en répétant plusieurs fois quelque chose qui est lié au hasard, on va s'apercevoir effectivement qu'on va se rapprocher de la valeur théorique. Par exemple, un exemple tout bête, hein, je prends une pièce de monnaie, je la jette en l'air et je note tous les piles ou faces. Il se peut très bien que je la jette 4 fois en l'air de suite, et qu'elle me tombe 4 fois sur pile. Ça peut arriver, hein. Ok. Par contre, je vais me rendre compte que si jamais je la jette 1 million de fois en l'air, et que je note tous les piles ou faces, alors déjà j'ai un petit peu de temps, parce que ça va me prendre énormément de temps, mais je vais me rendre compte effectivement que je vais me rapprocher de la valeur théorique, et que si la pièce n'est pas truquée, je vais avoir pratiquement autant de piles que de faces. Donc en répétant l'opération sur un très grand nombre de fois, on va se rapprocher en fait d'une valeur théorique. Et c'est ce que je me propose de voir, que dans quel cas on arrive en fait à se rapprocher d'une loi normale. Alors, on va juste voir quelques petites propriétés, et après je vais vous proposer un petit exemple pour le comprendre. On va supposer que la variable x de départ a une moyenne de m et un écart type voilà, donc on est sur une loi normale, hein, définie avec son espérance et son écart type. On prélève un échantillon de taille n, ok, par rapport à ces individus-là, et on calcule la moyenne de la variable x. Ok. Donc on étudie une propriété d'individu, on prend un échantillon de taille n, par exemple n égale 100, je prends 100 individus, et je fais la moyenne de ce que j'étudie. Ok. Selon le théorème central-limite, la moyenne de la variable suit la loi normale n d'espérance m et d'écart type, l'écart type sur racine de n. Ok. Alors c'est assez amusant. Pourquoi? Alors la moyenne de la variable suit une loi normale qui a la même espérance qu'avant. Ok. Alors ça ne change pas tellement. Imaginons par exemple, je reprends mon exemple des poulets, qui ont en moyenne 1500 grammes.
Ok. Je prends des poulets, je prends 100 poulets au hasard, je les pèse, et je vais en fait retrouver une loi normale. En faisant la moyenne, je vais retrouver quelque chose qui se rapproche effectivement de 1500 grammes, puisque à la base, les poulets ont 1500 grammes en moyenne. Donc ça, c'est bon. Mais comment je peux comprendre l'écart type? L'écart type, cette fois-ci, c'est pas l'écart type, mais il est divisé par racine de n. N, c'est le nombre d'individus que je prends dans mon échantillon. Alors pourquoi j'ai ça? En fait, ça voudrait dire que plus je prends de gens dans l'échantillon, plus je divise l'écart type. Donc ça veut dire plus l'écart type devient petit. Ok? Alors pourquoi ça veut dire ça? Plus je répète en fait l'opération, plus l'écart type devient petit. Alors je vous ai dit tout à l'heure en fait, plus l'écart type est grand, plus la population est dispersée. Plus l'écart type est petit, plus il est resserré autour de la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que plus je prends d'individus, en fait, plus je vais resserrer les éléments autour de la moyenne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans ce que je vais sélectionner mes poulets, par exemple, je vais avoir peut-être un très gros poulet et j'aurai un très petit poulet. Les deux ils vont se compenser et leur moyenne en fait de poids va se rapprocher de la moyenne. Et donc les gros vont se compenser avec les petits et en fait je vais réduire l'écart par rapport à la moyenne. Donc plus je vais répéter l'opération souvent, et bien plus l'écart type va se réduire. Donc si je le prends sur un très gros élément, eh bien on va s'apercevoir que si le nombre d'éléments que je prends dans mon échantillon tend vers l'infini, eh bien l'écart type va tendre vers 0. Et un écart type de 0, ça veut dire que tous les individus en fait ont exactement la même moyenne. Voilà, c'est à ça qu'on essaie en fait d'aboutir. Alors je vous propose une petite opération chiffrée pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, ce théorème central limite. Et après, on va faire de la simulation avec l'aléatoire. Je vais vous montrer qu'avec de l'aléatoire sur une loi qui ne vient pas du tout qui ne vient à la base pas du tout de la loi normale, on va quand même aboutir sur une loi normale. Donc une entreprise produit des pièces dont la masse moyenne est de 500 grammes avec un écart type de 10 grammes. Ça veut dire que 68% des pièces sont entre 490 et 510 grammes. Ça maintenant, on sait comment interpréter l'écart type. On prélève 100 pièces et on calcule la masse moyenne. Ok, donc c'est-à-dire que je prends 100 pièces, je pèse chacune de ces 100 pièces, je fais la moyenne des poids obtenus, et je peux répéter cette opération-là. Je vais donc m'apercevoir que cette moyenne, elle va suivre une loi de probabilité, dont la moyenne est la même moyenne qu'au départ, puisque si mes pièces en moyenne elles ont 500 grammes, eh bien la moyenne suivra toujours une loi autour de 500 grammes. Mais l'écart type, lui, va se réduire, parce que j'aurai des pièces lourdes qui vont un petit peu plus lourdes que 500 grammes, qui vont se compenser avec des pièces un petit peu moins lourdes que 500 grammes. Et l'écart type, je vais récupérer donc 10 sur racine de 100, 100 étant le nombre de pièces prélevées. Alors 10 sur racine de 100 c'est 10. 10 sur 10, ça fait 1. Et donc la moyenne suit la loi de probabilité 501. C'est-à-dire que si jamais je répète ces 100 pièces, je calcule la moyenne, je reprends 100, je calcule la moyenne, je reprends 100, je calcule la moyenne, eh bien je vais me retrouver, en fait, cette moyenne va suivre une loi de probabilité qui sera toujours centrée en 500, c'est toujours là où il y aura le pic, mais par contre l'écart type va se réduire à 1 gramme, et donc la moyenne, en fait, sera toujours autour de 500, mais sera cette fois-ci autour de 499 et 501. Là, j'aurai 68% de la population. Ok. Dernier exemple que je vais vous montrer, je voudrais vous montrer en fait qu'on peut partir de quelque chose de complètement aléatoire et retrouver quand même la loi normale. Alors comment je vais faire ça? Je vais mettre ce graphique de côté pour l'instant. On va imaginer en fait qu'on va jeter 2 dés. Je vais tout effacer. Je vais jeter un dé 1 et je vais jeter un dé 2. Ok. Et je vais utiliser en fait une valeur complètement aléatoire. Donc je vais utiliser la fonction aléat, je crois qu'elle existe en Excel, ou aléa. Aléa. Alors il faut que je regarde ce qu'elle me renvoie. Alors aléa me renvoie normalement un nombre entre 0 et 100, je vais faire ça 100 fois. Entre 0 et 1, ok, ça marche. Donc ce nombre entre 0 et 100, je vais le multiplier par 100 000. Si je le multiplie par 100 000, je vais avoir un nombre compris entre 0 et 100 000. Ok. Maintenant, moi, je veux jeter un dé de 6. Donc, ce nombre 100 000, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le modulo de ce nombre, modulo 6. Ça va me donner un nombre entre 0 et 5.
Ah, je vais d'abord l'arrondir. Je vais d'abord l'arrondir pour n'avoir que des entiers. Je vais arrondir mon nombre aléatoire. Et je ne veux avoir que des entiers. Ensuite, je vais faire le modulo 6. Ok. Donc, puisque je n'ai que des entiers, je vais avoir maintenant que des nombres entre 0 et 6. C'est le reste de la division entière par 6. Donc, je peux avoir que des 0. Je vais avoir de 0 à 5. Et donc, maintenant, j'ai que des 0 à 5. Et si maintenant, je veux avoir des nombres de 1 à 6, je vais juste ajouter 1. Tous les 0 vont devenir des 1. Tous les 5 vont devenir des 6. Et je vais avoir, du coup, un nombre. Je vais tirer ça vers le bas. Je vais avoir, en fait, voilà, un nombre aléatoire qui est généré 6, 3, 1, 6, 4, 1, 6, 2, 3, 6. Ah, j'ai beaucoup de 6. Bon, ça a l'air d'aller. C'est de l'aléatoire. Ok. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais tirer cette fonction-là aussi. Et j'estime en fait que j'ai jeté 2 dés. J'ai jeté 2 dés ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme des 2 dés. Pour chaque expérience, je vais faire la somme du dé 1 plus la somme du dé 2. Ok. Sur les 100 expériences. Et donc j'ai toutes les sommes. Et ce que je vais faire ici, maintenant, je vais voir combien de fois... Alors, qu'est-ce que je peux avoir avec 2 dés? Bah 1, je peux pas avoir. La plus petite somme que je peux avoir, c'est 2. Et quel est le plus grand? Bah c'est 12. Donc je vais chercher, en fait, 10, 11, 12. Et je vais chercher, en fait, combien de fois j'ai eu chacun des nombres. Combien de fois chacune des sommes est apparue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un NB alors, égale NB si. Ok, NB6 ça doit marcher. Donc je vais prendre la plage qui est là. Ok, point virgule. Et le critère c'est F2. Ça marche ça? Ok, ça a l'air de marcher. Donc j'ai compté combien de fois la somme fait 2, combien de fois elle fait 3, combien de fois elle fait 4, combien de fois elle fait 5 et combien de fois elle fait 12. Vous avez déjà regardé les chiffres là, et effectivement ça ressemble déjà pas mal à une loi normale. On va essayer de le représenter. Alors voilà, ça ne représente pas encore tout à fait une loi normale, mais on peut essayer de le relancer, le générateur aléatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'est pas sur un grand nombre d'éléments, hein. On est sur 100 éléments, mais vous voyez que bah, ça ressemble un peu à cette loi normale. On a des pics, on n'a pas représenté, alors l'expérience elle n'est pas représentée assez, elle n'a pas été faite assez souvent, mais en fait on s'aperçoit que les valeurs extrêmes sont assez basses très souvent, et qu'on est plus souvent autour d'une somme. Voilà, voilà, l'expérience elle est vraiment assez petite, mais on retrouve un petit peu cette notion de forme de cette loi normale, cette gaussienne, avec un espèce de pic que l'on retrouve. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve cette gaussienne? Là on est parti de dés, donc c'est-à-dire les dés, on est sur des valeurs discrètes, un dé ne peut valoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a la même probabilité que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 sortent. Pourquoi est-ce que sur la somme, en fait, on arrive à une loi normale? Bah, en fait, on s'aperçoit que la probabilité que x tombe sur 2, ça veut dire que la seule possibilité d'avoir 2, bah, en fait, c'est quand les dés valent 1 et 1. C'est la seule possibilité. Comment je peux avoir 12? Bah, là aussi, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est si jamais les 2 dés valent 6 et 6. Ok? Par contre, quand on commence sur 3, il y a déjà 2 possibilités. Je peux avoir 1 et 2, 2 et 1. Ok, donc j'ai déjà 2 fois plus de possibilités. 11, c'est pareil, je peux avoir 5 et 6, 6 et 5. Et plus je vais aller vers le milieu, plus je vais avoir de possibilités, en fait, pour avoir les différents éléments. Et donc, j'ai les éléments du milieu. Donc là, j'ai 2, 4, tac, tac. Les éléments du milieu qui sont 6, 7 et 8. Bah 6, 7 et 8, j'ai beaucoup plus de combinaisons qui m'amènent à 6, 7 et 8 que j'ai de combinaisons, en fait, qui m'amènent de 2 à 6. Et c'est pour ça, en fait, qu'on retombe un petit peu sur la gaussienne que l'on avait vue avec la loi normale.
Voilà, je voulais terminer un petit peu sur cette expérimentation pour vous montrer que bah voilà, on arrivait avec de l'aléatoire qui était répété sur un grand nombre de fois, on arrivait en fait à retomber sur une valeur qui se rapprochait de la valeur théorique. Ok, donc j'en termine ici avec cette vidéo sur la partie statistique probabilité du BTS-CG, donc avec cette loi normale. Donc on a vu des lois discrètes avec la loi binomiale, on a vu des lois continues avec la loi uniforme et la loi normale. Maintenant la seule chose qui reste encore à voir, c'est pour être fin prêt pour l'épreuve, eh bien il faut que vous soyez à l'aise avec votre calculatrice pour calculer des probabilités sur ces différentes lois. Alors toutes les calculatrices marchent de la manière un petit peu différente, hein, que vous ayez une Casio, une TI ou une Numworks, mais vous allez retrouver assez facilement dans la documentation comment retrouver ces différents éléments. Et puis comme ça, quand vous ferez vos calculs, maintenant vous savez comment marchent les lois et vous savez comment tout ce qu'il y a derrière vos calculs. Bonne journée!